Alexei Pouchkov. Bonjour messieurs, dames. Je pense que le sujet de cette conférence est extrêmement important puisque nous vivons un moment décisif dans l'existence future de l'ordre mondial. Et c'est évident que nous entrons dans une nouvelle époque. Et c'est pour ça que les procédés, les processus sont extrêmement contradictoires quand il y a des éléments de l'époque ancienne qui se mêlent aux nouveaux éléments. Il est très difficile de définir ce qui est le futur et ce qui est le passé, tout est mélangé. C'est une caractéristique des changements globaux qui s'opèrent dans le cadre de l'histoire humaine. Et je pense que nous vivons exactement ce moment. Donc, si nous considérons de ce point de vue un rapprochement éventuel entre la Russie et les États-Unis, je pense que ça va être un processus extrêmement compliqué, très contradictoire, et qui ne va pas être marqué par des mouvements décisifs, au moins pas dans un futur immédiat. Aux États-Unis, nous voyons, je veux dire, aujourd'hui deux tendances principales. La tendance qui est représentée par M. Trump, c'est l'Amérique du common sense. C'est l'Amérique qui se considère d'une manière plus ou moins réaliste, qui voit ses problèmes intérieurs qui sont très importants, qui comprend que les États-Unis n'est pas un paradis, mais un pays qui est en proie à un certain nombre de crises qui peut-être ne se manifestent pas d'une manière trop active aujourd'hui, mais qui sont vraiment le futur des États-Unis avec cette classe des blanches qui est confrontée par des nouvelles réalités qui sont engendrées par la déindustrialisation, la mondialisation, une nouvelle carte ethnique des États-Unis, et ainsi de suite. Et donc, M. Trump, en tant qu'entrepreneur, est quelqu'un qui, étant milliardaire, est assez proche de la base des électeurs américains, que je pense qu'il comprend tous ces défis et ces enjeux, sinon d'une manière purement intellectuelle, au moins au niveau des instincts politiques qui sont, dans son cas, assez aiguisés. Et aussi, il y a une autre tendance qui est en conflit avec M. Trump, et cette tendance est représentée par tous ses ennemis, qui représentent une classe politique motivée par une religion libérale, des intérêts financiers et des choix établis. Donc ce sont les gens du passé qui ont beaucoup de pouvoir, d'influence et de moyens informationnels, financiers et politiques pour essayer de lier les mains du nouveau président américain. Quand je parle de la religion libérale, je pense que le libéralisme américain est depuis longtemps passé du domaine des convictions et du domaine de l'idéologie à un domaine de religion. Donc c'est une combinaison de dogmes idéologiques que vous devez suivre, autrement vous êtes déclaré en tant qu'ennemi du peuple, ennemi de l'État américain, ennemi du progrès, et ainsi de suite. Donc vous devez suivre certaines prescriptions, et je pense que cette religion libérale a beaucoup plus des approches de Jean Calvin que d'une idéologie démocratique. Parce que cette religion libérale, au fond, rejette toute alternative. Vous devez ou bien la suivre, ou bien vous dissiper dans l'espace. Et donc, tous ceux qui attaquent Trump aujourd'hui, ils l'attaquent depuis cette religion libérale, mais qui aussi est une religion d'intérêt, parce que cette religion sert une certaine classe politique
à rester au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Je voulais vous faire remarquer que en 1991, un philosophe américain du nom de Francis Fukuyama a formulé la conception de la fin de l'histoire. Monsieur Fukuyama, qui est un type assez intelligent, a ajouté un point d'interrogation à la fin de cette formule. Fin de l'histoire, interrogation. Mais la classe politique américaine a omis ce point d'interrogation et elle a dit oui, fin de l'histoire. Donc, l'Union soviétique n'existe plus, le communisme international est en crise, il y a une évolution vers une économie de marché en Chine et dans plusieurs autres pays. Et donc, voilà, le développement mondial s'est arrêté, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une victoire globale de ce modèle libéralo-démocratique qui va être un modèle unique pour le monde entier, bien sûr dirigé par les États-Unis. Je peux dire que c'est un concept qui me rappelle un peu le concept du communisme mondial, mais avec un autre sens. Mais toute conception totale d'un modèle qui va prévaloir à l'échelle universelle, c'est un concept faux, un concept périmé et qui ne va pas soutenir les défis du développement humain. L'histoire ne finit jamais. Et c'est ce qui est arrivé justement à cette conception, parce qu'une vingtaine d'années est passée, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'au point, je dirais, ultime de sa domination internationale, les États-Unis ont commencé à dégénérer comme puissance mondiale, puissance globale numéro 1. Et le paradoxe, c'était que, justement, au moment où la classe dirigeante américaine au moment où elle s'est considérée comme ayant atteint une victoire absolue, je veux dire au début de la guerre contre l'Irak, c'était le début de la fin de l'ordre unipolaire. Quand George Bush Jr. est arrivé au bord du porte-avions Abraham Lincoln et a déclaré, c'était au début du mois de mai 2003, que la mission est accomplie, mission accomplished, juste à ce moment-là, l'Amérique a commencé à perdre la bataille pour l'ordre unipolaire. Parce que le débâcle irakien dure toujours. L'État islamique, c'est le résultat du débâcle irakien. La crise, aujourd'hui, s'est répandue sur tout le Moyen-Orient, c'est la Syrie, c'est la Libye, je me rappelle d'une carte qui a été publiée par le ministère de la Défense des États-Unis en 2015. Cette carte, c'était la carte des pays où Al-Qaïda a des activités au temps actuel. Et donc, cette carte a démontré qu'en 2001, quand l'administration des États-Unis a commencé sa lutte contre le terrorisme international, il y avait 3 pays où l'Al-Qaïda était présente. C'était l'Afghanistan, c'était le Pakistan et c'était... pardon? Non, et l'Arabie Saoudite, évidemment, parce que les ressortissants d'Al-Qaïda ont commencé par l'Arabie Saoudite. Alors, 15 ans plus tard, de la Mauritanie jusqu'au Pakistan, une vingtaine de pays est devenu le champ de l'activité de Al-Qaïda. Et si la puissance numéro 1 du monde nous dit que son but est de combattre le terrorisme international, et pendant 15 années, et le combat, et le résultat, c'est la propagation des activités terroristes de 3 pays jusqu'à 23 pays, je pense que ça nous donne déjà une idée de l'efficacité de ce global leadership dont se vante la classe politique américaine classique. Donc, cette classe politique est en proie d'un hégémonisme désuet, un hégémonisme que les États-Unis ne sont pas en capacité de faire devenir une réalité. C'est un hégémonisme plutôt conceptuel que pratique,
Parce que Obama a essayé justement de moderniser l'hégémonisme américain, de le faire plus efficace que du temps de Bush Jr., mais le résultat a été similaire. Et à mon avis, ça marque justement la fin de l'histoire, le commencement de la fin de l'histoire de l'hégémonisme américain. Mais bien sûr que cette transition de la période de l'hégémonisme américain à une nouvelle étape va être extrêmement compliquée, extrêmement difficile, parce que, à part cette religion libérale dont j'ai déjà parlé, il y a des intérêts financiers, il y a une énorme partie de l'économie américaine qui fonctionne justement pour aider cette conception d'hégémonisme. Le budget américain est redistribué pour faire profiter ces énormes campagnes du complexe militaro-industriel, technologique et ainsi de suite. Et donc, il y a une base économique à cette idéologie libérale et interventionniste et hégémoniste. Et puis, il y a des choix établis. Nous savons très bien que c'est difficile de changer, même quand il faut changer. Et quand je vois que aujourd'hui nous confrontons toutes ces campagnes idéologiques qui nous disent que la Russie est un ennemi éternel de l'Occident, que l'OTAN c'est une réponse à toutes les questions dans le domaine de la sécurité, et ainsi de suite, ça nous démontre que les États-Unis et l'Occident, enfin une grande partie des États-Unis et de l'Occident, préfèrent de suivre les choix établis que d'introduire des nouveaux éléments dans leur perception du monde actuel. L'OTAN, je suis absolument d'accord avec M. Trump que l'OTAN a perdu son efficacité en tant qu'union qui répond aux questions de la sécurité de l'Occident. Parce que l'OTAN persiste à se battre contre la menace russe. Où est-ce que l'OTAN voit la menace russe? En Crimée, peut-être? Mais la Crimée n'a jamais fait partie de la zone des activités de l'OTAN. Et la Crimée a toujours été russe, comme ça a été vraiment correctement remarqué ici. Historiquement, elle était russe. Pendant 25 ans, il y a eu un décalage entre cette réalité historique et une réalité politique, mais maintenant les choses sont entrées en ordre, et je ne vois pas comment le sort de la Crimée pourrait mettre en question la sécurité de l'Occident. Quand nous entendons que la Russie conduit des manœuvres militaires sur son propre territoire, nous nous demandons qu'est-ce que nous faisons de faux. Mais quand les chars américains viennent dans les républiques baltes, c'est considéré comme quelque chose d'absolument normal, parce que probablement ils doivent y être par définition. Et quand nous disons que les chars américains en Lettonie, c'est quelque chose qui nous fait nous poser des questions, on nous dit, eh ben voilà, c'est la menace russe. Donc, l'OTAN, à mon avis, aujourd'hui, sert à une seule chose. Il sert à conserver la tension avec la Russie. Parce que si l'OTAN voulait vraiment défendre l'Occident des défis dans le domaine de la sécurité, je pense que l'OTAN aurait pris une part beaucoup plus active à ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que pour aller bombarder la Libye, l'OTAN est là. Mais pour battre l'État islamique, l'OTAN est absent. Mais c'est un choix établi, un choix qui est quelque chose à laquelle on s'est accoutumé. L'OTAN, je pense, peut remplir une fonction très importante. C'est de rassurer les Européens dans le domaine de la sécurité. Bien qu'à mon avis, je ne vois pas de menace. Ce n'est pas la Chine, c'est pas l'Iran et c'est pas la Russie. Donc l'OTAN doit exister en tant que garantie psychologique de la sécurité des Européens, mais si justement il remplit cette fonction extrêmement importante de répondre aux nouveaux défis. Et le nouveau défi, c'est le terrorisme. Parce que pas une seule personne en Europe n'est morte à cause de la menace russe.
Ici en France, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes à cause de la menace terroriste, et on le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne, et puis il y a Mme Merkel qui apparaît à la télévision et qui nous parle de la menace russe. Et je pense que c'est absolument scandaleux. Revenons aux États-Unis. Pourquoi cette réaction hystérique à la Russie? Vous voyez, les Russes sont partout aujourd'hui. On définit les élections en Moldavie, en Bulgarie. Aussi, on a écouté M. Macron en France, aussi aux États-Unis, bien sûr, M. Trump, vous imaginez. On a joué un rôle extrêmement important à le faire venir au pouvoir aux États-Unis, si on en croit aux mass médias américains. Aussi, où est-ce qu'on... on a bien sûr influencé le Brexit. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc, les Russes sont partout. Pourquoi est-ce que les Russes sont partout? Je pense que c'est un signal d'une crise extrêmement profonde du système politique et international qui a été forgé par l'Occident. Et aujourd'hui, quand il y a des défis auxquels se heurte cette élite libérale, elle ne peut pas admettre que c'est elle la faute de l'incapacité de répondre à ces défis. Cette élite libérale ne peut pas dire « il y a eu plus d'1 million d'immigrés de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en Europe parce que nous avons fait des fautes en Europe et au Moyen-Orient ». Non, il vaut mieux décliner cette question à qui est la faute et dire « la Russie, c'est la menace, c'est là la menace ». Et je pense que c'est extrêmement important que justement ce niveau d'hystérie nous montre que malheureusement cette classe politique classique qui dirige l'Occident, et là je ne parle pas de M. Trump, elle a besoin d'un ennemi, et d'un ennemi assez important. Le système ne fonctionne pas sans un ennemi obligatoire, et la Russie est définitivement le meilleur candidat. Je dois dire que pendant les 20 dernières années, on a essayé plusieurs candidats à ce rôle. Il y a eu la Corée du Nord, mais tout de même, ça ne marche pas tellement. Puis il y a eu l'Iran. Et puis on a remarqué que l'Iran, à vrai dire, il est un peu trop loin, il s'occupe des affaires du Yémen, du Golfe Persique, mais l'Iran, en tant que menace pour l'Europe, c'est pas quelque chose qui peut tenir le coup. La Chine, bon, la Chine s'occupe de son développement économique, elle a quelques intérêts dans la mer de la Chine du Sud, mais à vrai dire, elle ne peut pas être considérée comme une menace pour l'Europe. Et donc, à la fin des fins, cette classe politique classique est venue à la conclusion que ça doit être toujours la Russie. Elle a été un ennemi du temps de la guerre froide, il faut la faire renaître en tant qu'ennemi et combler ce vide sans lequel ce système d'hégémonisme et de religion libérale ne fonctionne plus. Et donc, je pense que cette réaction hystérique à M. Trump, la raison est justement que Trump a mis sous question ce dogme politique et religieux. Trump a dit que, mais regardons le monde, il est fait autrement que vous ne le disiez. La priorité pour les États-Unis, c'est de ne pas être en confrontation avec la Russie, qui ne pose aucun danger pour les États-Unis. Mais il y a d'autres problèmes extrêmement importants que l'on doit traiter, peut-être avec les Russes. Et c'est là, je pense que la raison, enfin une des raisons pourquoi M. Trump est toujours attaqué, pourquoi il y a eu cette campagne qui, à mon avis, sort de toutes les limites raisonnables et possibles, et qui est centrée justement sur la question de l'influence russe sur les États-Unis. Et à écouter les Américains, on est une puissance super globale, hein, parce qu'on définit partout le courant des événements internationaux dans le monde entier, et aussi même les élections américaines. Donc, l'absurdité de cette approche échappe absolument aux médias américains. Parce que les médias américains font partie du même système classique libéral qui veut
se tenir au pouvoir indéfiniment et qui ne veut pas laisser aux autres tendances qui sont pourtant présentes dans la politique américaine, dans la politique française, dans la politique allemande, italienne, hollandaise et ainsi de suite, à se manifester et avoir la possibilité de proposer quelque chose de nouveau pour ces nations. Monsieur Trump est attaqué parce qu'il n'est pas quelqu'un qui vient de cette classe libérale classique. La Russie est une raison et la Russie est aussi un prétexte. Parce que je comprends très bien que les représentants les plus intelligents de cette classe libérale classique le comprennent très bien que la Russie n'est pas pour grand-chose dans ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais c'est une menace qui est très facile à utiliser parce que ça nous remène à la guerre froide, ça nous remène aux choix établis, aux instincts établis, aux intérêts financiers de ceux qui produisent des armements et qui considèrent la Russie toujours comme le plus grand ennemi des États-Unis. Est-ce que, dans ces conditions-là, un rapprochement est possible? Je dirais qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Malheureusement, elle se rétrécit, à mon avis, parce que, après cette conversation téléphonique entre M. Trump et M. Poutine, il y a eu des espérances qu'une rencontre va tenir lieu au mois de février ou bien au mois de mars, peut-être en Europe, sur un terrain neutre, peut-être à Ljubljana, dans la capitale de la Slovénie. Ce choix pourrait être facilité par la nationalité de l'épouse de M. Trump, mais ça n'est pas arrivé, et j'ai l'impression que M. Trump se sent un peu coincé par ces attaques, ces critiques, et que probablement le meilleur moment pour cette rencontre personnelle va venir pendant le sommet des G20 en mois de juillet à Hambourg, en Allemagne. J'espère que cette rencontre aura tout de même lieu. J'espère aussi que vers le mois de juillet, M. Trump fera un choix personnel. Parce qu'à mon avis, il doit décider. Ou bien il confronte cette campagne anti-russe et offre une alternative à cette campagne, ou bien elle va submerger toute sa présidence. Parce que les gens comme McCain, les gens comme Cotton, comme Graham, comme Washington Post, CNN et tous les autres fake news, ils ne vont pas le laisser partir comme ça. Et ça va être comme une épée de Damoclès sur sa tête qui va pendre sur sa tête pendant toute sa présidence. Je l'envisage parfaitement. Et avec toutes ces spéculations autour de la possibilité de le faire partir, de commencer une procédure d'impeachment à cause des Russes. Et aujourd'hui, il y aura des hackers russes, demain, il y aura des espions russes, puis il y aura des espionnes russes, puis il y aura des prostituées russes. Et donc, je pense que M. Trump doit confronter cette réalité. Il doit le faire. À être honnête avec vous, et là je parle au titre personnel, je suis d'une certaine manière un peu, dépaysé par certains choix personnels qui ont été faits par le président américain. Je ne vois pas comment, par exemple, le nouveau secrétaire de la Défense américain peut contribuer à une nouvelle entente avec la Russie. Et donc, je dois lui rendre ce qui est dû à lui, il est assez honnête. Il dit que moi, je ne vois pas de possibilité de coopération militaire avec la Russie en Syrie. Et il rajoute que aussi, il y a notre président qui pense que c'est possible. Bon, c'est bien, mais si le président, il pense que c'est possible, est-ce que le secrétaire de la Défense doit dire que lui, il pense que ce n'est pas possible? Et autour de M. Trump, il y a tout un nombre de personnalités de la même sorte qui nous disent que notre président pense que c'est possible, mais nous, à vrai dire, on ne le pense pas. Alors là, bon, tout de même, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit définir les choix politiques. Et la seconde chose, c'est que je pense que M. Trump doit commencer par quelque chose de vraiment important. Et je ne pense pas que ça doit être pour parler sur un nouveau traité dans le domaine des armements nucléaires.
parce que ça va compliquer les choses d'une très grande manière. Les traités dans le domaine des armements nucléaires, ça prend énormément de temps pour évaluer les choses, pour proposer une nouvelle concept et ainsi de suite. Je pense que ça doit être quelque chose qui va être vu par le monde entier comme quelque chose de nécessaire. Et de la manière dont M. Trump parle de ça, parce que ses instincts politiques sont corrects, il dit que c'est la lutte contre l'État islamique. Alors c'est là que doit se faire la percée. Et je ne vois pas comment M. McCain pourrait opposer ça, même avec toutes ses sympathies envers les djihadistes en Syrie. Donc, ça doit être quelque chose de palpable, de concret, de nécessaire, et ça doit être une réponse à tous ces actes terroristes qui se produisent aujourd'hui dans le monde. En ce qui concerne l'Ukraine, et surtout la Crimée, je ne pense pas que ça sert à grand-chose de remettre la question de la Crimée sur l'agenda entre les États-Unis et la Russie. Quand Mme Nikki Haley commence à relire les textes de Samantha Power, je ne comprends pas pourquoi elle est considérée comme un nouveau représentant des États-Unis aux Nations Unies, parce qu'elle répète les anciens textes du représentant de l'administration d'Obama. La Crimée appartient à l'Ukraine et ainsi de suite. Nous ne considérons pas que les États-Unis, nous n'attendons pas que les États-Unis vont reconnaître la Crimée en tant que partie de la Fédération russe. Mais là, c'est une chose. Mais l'autre chose, de faire revenir tout le temps la Crimée en tant qu'un thème d'agenda qui est un des plus importants, prioritaires, entre les États-Unis et la Russie. Vous vous rappelez de la position des États-Unis envers les républiques baltes, après 1945. Ils n'ont jamais reconnu l'appartenance de ces républiques à l'Union soviétique. Voilà. Mais ça n'a pas empêché des relations entre les États, des traités, une coopération quand c'était considéré nécessaire par les leaders des deux pays, la détente entre les États-Unis et la Russie, l'Union soviétique dans les années 70. Donc, on n'attend pas que ça va être reconnu, mais on attend que ça ne définit pas les priorités des États-Unis et de l'Europe aussi dans les relations. Pourquoi? Parce que c'est une question où un progrès n'est pas possible. Cette question est déjà résolue. Elle est fermée du point de vue de la Russie. La Crimée fait partie de la Russie. 90% des habitants de la Crimée se sont prononcés pour ça, et ce n'est pas seulement le référendum qui l'a démontré, c'est aussi les résultats des analyses des agences de sociologie occidentale qui démontrent le même résultat. Il y a eu 3 groupes, le Pew Research, Gallup Group et GfK, c'est un groupe allemand, qui ont dirigé des mission spéciale en Crimée pour définir combien de gens veulent faire partie de la Russie en Crimée, et tous ont rapporté le même résultat, de 80 jusqu'à 90%. Donc ça, c'est une réalité politique, et je pense qu'il vaudrait mieux que les États-Unis ne la placent pas en tant qu'une question qui doit être débattue avec la Russie. Ça ne mène nulle part, mais ça peut compliquer extrêmement cet éventuel rapprochement dont nous parlons aujourd'hui. En ce qui concerne l'Est de l'Ukraine, c'est une question qui est sur la table, on en parle dans le format normand, mais aussi on doit voir que l'Est de l'Ukraine est en train de quitter l'Ukraine. Et ce n'est pas par l'initiative de la Russie que ça se fait. Il y a eu une blocade économique qui a été établie par Kiev il y a 1 mois et demi, et le Donbass a répondu par une blocade réciproque. Et donc c'est comme ça que ça se passe, et je pense que de fait, l'Est de l'Ukraine va devenir une entité, autogérante, bien que non reconnue, mais existante entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et les États-Unis. Nous avons déjà défini nos choix. Nous voudrions avoir aux États-Unis un partenaire politique, et même un allié dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international et surtout l'État islamique. On est prêt à faire reculer nos différences sur plusieurs questions pour arriver à des résultats concrets, et je pense que c'est maintenant à l'administration de M. Trump de fournir la réponse, pas seulement à la Russie, mais aussi au peuple américain et au monde entier, si elle est prête à avoir un tel partenariat et une alliance contre l'État islamique. Merci.